Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 2 juin. Les balles de l'entité sioniste font une nouvelle victime. Un jeune Palestinien tombe en martyr dans un camp de réfugiés près de Bethléem, portant à 62 le nombre de martyrs depuis le début de l'année. Près de 650 000 barils jour, c'est l'augmentation décidée ce jeudi par les pays de l'OPEP+, pour le mois de juillet prochain, le marché étant fortement perturbé par le conflit en Ukraine. Les dirigeants du monde entier réunis à Stockholm pour un deuxième sommet sur la Terre, 50 ans après. L'Algérie expose sa stratégie pour relever les défis climatiques. Et en Tunisie, le président Kais Saied révoque près de 60 juges accusés notamment de dissimulation d'affaires terroristes, corruption ou encore de perturbation du fonctionnement de la justice. Bonsoir à tous. L'entité sioniste a fait une nouvelle victime dans les rangs des Palestiniens. Un jeune homme a fait les frais ce jeudi des balles des forces de l'occupation sioniste dans un camp de réfugiés près de Bethléem, portant ainsi le nombre de martyrs à 62 depuis le début de l'année. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné fermement cette opération, appelant à une enquête de la Cour pénale internationale. Neila Aït Hamouda. Une nouvelle escalade sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Un jeune Palestinien a été tué ce matin par les forces sionistes dans un camp de réfugiés près de Beit Lahm. Ayman Mouhaïsen, âgé de 29 ans, a été assassiné dans le camp de réfugiés de Dayhacha. Il s'agit du 4e Palestinien tombé sous les balles sionistes en 24 heures dans des opérations en Cisjordanie occupée. Selon les dernières statistiques publiées par le ministère palestinien de la Santé, 62 Palestiniens ont été assassinés par l'armée sioniste depuis le début de l'année. La tension reste vive dans les territoires occupés suite aux dépassements et aux arrestations arbitraires menées par les forces d'occupation. Pas moins de 530 Palestiniens ont été arrêtés depuis mai dernier. Les provocations de l'occupation sioniste contre les Palestiniens ont franchi la ligne rouge. La Knesset approuve en lecture préliminaire un projet de loi interdisant le hissage du drapeau palestinien, une énième tentative d'atteinte à l'identité palestinienne et une violation flagrante du droit et des normes internationales. Les forces d'occupation n'ont pas hésité à perpétrer leurs crimes les plus odieux contre le peuple palestinien au vu et au su du monde. Surtout après l'assassinat des 2 journalistes, Ghorfan Warasna et Shirin Abu Aghla. Cette escalade, jugée très dangereuse, a provoqué la colère des Palestiniens. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a considéré le silence de la communauté internationale et de l'administration américaine face aux crimes de l'occupation comme un encouragement à l'impunité. Il appelle la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête. Le mouvement Hamas a quant à lui appelé les Palestiniens à se rassembler en force demain pour effectuer la prière du vendredi dans la mosquée Al-Aqsa, alors que ce jeudi, des dizaines de colons ont envahi le lieu saint sous la protection des forces de l'occupation. Les mercenaires mis hors état de nuire en Ukraine. La Russie a affirmé ce jeudi, après avoir stoppé l'afflux de mercenaires étrangers voulant combattre aux côtés de l'armée de Kiev en Ukraine, à force de leur infliger de lourdes pertes ces dernières semaines. Ainsi, le nombre de combattants étrangers présents en Ukraine a été quasiment divisé par 2. Depuis début mai, l'afflux de mercenaires étrangers en Ukraine voulant prendre part aux hostilités contre l'armée russe s'est, pour ainsi dire, tari. Selon les données dont nous disposons, leur nombre total a quasiment été divisé par 2, passant de 6 600 à 3 500. Des centaines de mercenaires étrangers en Ukraine ont été éliminés par des armes de haute précision à longue portée, peu de temps après leur arrivée sur les lieux où ils devaient recevoir un entraînement supplémentaire et pour se rassembler dans les unités tactiques. La plupart des mercenaires ont été éliminés dans les zones de guerre en raison de leur faible niveau d'entraînement et de leur manque d'expérience.
Et les forces russes contrôleraient actuellement environ 20% du territoire ukrainien. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une adresse au Parlement luxembourgeois. À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants, près de 125 000 km². C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Près de 300 000 km² sont pollués de mines, d'obus qui n'ont pas explosé. Près de 12 millions d'Ukrainiens sont devenus des déplacés internes. Plus de 5 millions, pour la plupart des femmes et des enfants, sont partis à l'étranger. Et toujours concernant le conflit en Ukraine, le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu ce jeudi en Russie pour s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine. Vendredi à Sochi, cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts que mène la présidence en exercice de l'Union africaine pour contribuer à l'accalmie dans la guerre en Ukraine et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains. Sall sera accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Et je vous disais en titre, le conflit en Ukraine continue de faire fluctuer le marché du pétrole. C'est dans ce contexte de tension que l'OPEP+ a décidé ce jeudi, lors de sa 29e réunion ministérielle, d'augmenter sa production pétrolière totale de près de 650 000 barils jour en juillet prochain. Mohamed Wali Ben Chaban. À la surprise générale et en pleine période de crise, les 23 pays de l'OPEP+ optent pour un nouveau plan d'augmentation graduelle de la production pétrolière. Cette décision dépasse toutes les attentes car la production passe à 648 000 de barils par jour pour les 2 prochains mois contre 400 000 pour ce mois de juin. À travers la consultation du rapport de la commission technique GMMC, on a constaté les bases fondamentales du marché nécessitant l'augmentation des quantités du pétrole dans le marché. L'Algérie augmentera sa production journalière de pétrole conformément aux décisions de la 41e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP-non OPEP tenue ce matin par visioconférence. Cette hausse permet à l'Algérie d'augmenter sa production à 17 000 barils par jour. Au mois de juillet prochain, notre pays produira 1 039 000 barils par jour. Pour les pays membres de l'OPEP+, il s'agit d'une nouvelle hausse sans précédent depuis près d'un an. Cela intervient au moment où les pays de l'Union européenne adoptent un embargo partiel sur le pétrole russe. L'Arabie saoudite se dit prête à augmenter sa production de pétrole si la production de la Russie diminue considérablement en raison des sanctions occidentales qui lui sont imposées. La position de l'Arabie saoudite intervient pour calmer les prix du pétrole dans le cadre d'un rapprochement avec Washington. Et pour évoquer en détail cette augmentation, Boubkar Sellami, expert en économie, est avec nous. Monsieur Sellami, bonsoir. Bonsoir. Alors nous l'avons vu, les pays de l'OPEP+ ont donc décidé d'augmenter leur production pétrolière à 648 000 barils jour plus précisément. Comment interprétez-vous cette décision ? Oui, cette décision, donc cette quantité, elle est un peu plus de 50% de la dernière augmentation. Et ça, c'est par rapport à la demande des consommateurs. Et l'OPEP et l'OPEP+ sont en difficulté, en position un peu difficile, parce que c'est difficile de jouer son rôle de régulateur, oui, dans une situation où les consommateurs demandent des quantités
quantité importante et les producteurs, bien sûr, ça ne les arrange pas parce que ça va ramener les prix à un niveau très inférieur. Donc je crois que l'OPEP et l'OPEP+ ont essayé d'augmenter la production un peu plus que le dernier mois. Et ça, je pense, à mon avis, ça va garder les prix entre 100 et 130 parce que ça fait quelques mois. Le prix sillonne entre $100 et $130. Donc, je crois que cette quantité supplémentaire va baisser un peu les prix et ça va absorber la demande de la partie des consommateurs. Je crois que c'est un peu difficile et jusqu'à présent, l'OPEP joue son rôle de régulateur, mais on ne peut pas aller. Il faut qu'elle se mette à la même distance entre les consommateurs et les producteurs. Donc, avec 50% de plus par rapport à la dernière augmentation, je crois que c'est une quantité importante et suffisante pour maintenir les prix à un niveau satisfaisant pour les consommateurs et les producteurs. Et justement, est-ce que cette décision pourra, selon vous, répondre à la demande du marché pétrolier, étant donné la conjoncture actuelle ? Ça dépend de la demande. C'est vrai, il y a une baisse de la production de la Russie. La demande va augmenter certainement et le besoin sera plus important. Mais 600 000 barils, je crois que c'est une quantité quand même importante. Je crois que ça va satisfaire la demande. Même s'il y aura un peu plus de demandes. Je crois que d'ici le mois prochain, parce que normalement il y aura une révision des quantités d'ici un mois, mais je crois que 600 000 barils jour, ça va garder le prix stable entre comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 100 et 130, parce que un prix inférieur à $100 jour, je crois que ça n'arrange pas les producteurs aussi. Donc il faut être au milieu de la demande et de Boubkar Sellami, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en économie. La politique étrangère, cette fois, de Joe Biden et ses obstacles internes, le thème d'une conférence à Alger organisée par l'Institut national d'études de stratégie globale, une rencontre en marge de laquelle le professeur en sciences politiques à l'Université de Californie, Hamoud Salhi, est revenu sur la place qu'occupe la diplomatie algérienne sur la scène internationale et l'importance de son rôle géopolitique. Les détails avec Souhila Kilal. Après 2 ans de pandémie et une économie mondiale bouleversée, le conflit en cours qui oppose la Russie à l'Ukraine est venu redessiner la géopolitique mondiale, poussant tous les pays à jouer du coude pour tenter de s'imposer. Selon le professeur Hamoud Salhi, ce nouvel ordre mondial pourrait permettre à l'Algérie de tirer son épingle du jeu et de renforcer sa position autant que force diplomatique incontournable. Elle qui a toujours été fidèle à ses principes, à savoir la non-ingérence, le dialogue et la solution pacifique au conflit. L'Algérie est un pays neutre qui ne prend jamais parti dans les conflits, mais participe à unir les points de vue. L'Algérie peut participer au rapprochement entre la Russie, les États-Unis et la Chine, ce qui sera très important dans le futur. Ceci est en rapport avec les bonnes relations que l'Algérie entretient avec tous les pays. Le travail accompli par la diplomatie algérienne fait d'Alger un allié de choix pour les grands de ce monde. La dernière visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Italie et les accords qui en ont découlé en sont le parfait exemple, selon le professeur Hamoud Salhi. Les relations bilatérales avec l'Italie donnent à l'Algérie un rôle central en Méditerranée, mais également avec l'Union européenne. Les différents accords signés dans différents domaines participeront à bâtir l'économie nationale. Le rôle central que joue la diplomatie algérienne s'inscrit dans le cadre de la vision à long terme. La médiation de la diplomatie algérienne dans les conflits régionaux, à l'instar de la Libye et du Mali, donne à l'Algérie une légitimité géopolitique incontournable. Cette expérience met l'Algérie dans une situation exceptionnelle, faisant de ces crises un gain pour le pays.
Dans l'actualité également, les dirigeants du monde entier se retrouvent ces jeudi et vendredi à Stockholm pour un sommet marquant le 50e anniversaire de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement, dont les organisateurs espèrent des résultats concrets. La délégation algérienne y est conduite par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, représentant le président Abdelmadjid Tebboune. Stockholm plus 50 a été l'occasion pour Ayman Ben Abdelrahman de souligner que l'Algérie faisait face depuis des décennies à des crises environnementales accrues, présentant les stratégies adoptées par l'Algérie afin d'y faire face. Mon pays, qui fait face à de nombreuses crises environnementales depuis des décennies, a œuvré dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République pour réaliser le développement durable dans ses 3 dimensions. Un ensemble de cadres stratégiques, de programmes et de plans gouvernementaux et sectoriels ont été adoptés. Et je mentionne en particulier le lancement d'un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables afin d'atteindre une capacité de production de 15 gigawatts à l'horizon 2035. Adopter une stratégie nationale de rationalisation de la consommation d'énergie et promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. L'adoption d'un plan d'action de réhabilitation du barrage vert algérien afin de porter le couvert forestier à 4,7 millions d'hectares. Et à Stockholm, ce deuxième sommet sur la Terre ambitionne avant tout de sensibiliser la communauté internationale sur les changements climatiques et les solutions urgentes pour les générations futures. Amin Touta. Sur fond de rassemblement pour la Terre et de conscience écologique que le deuxième sommet sur l'environnement se tient dans la capitale suédoise Stockholm. 50 ans après une première édition dans la même ville, les défis semblent plus vitaux par les organisateurs du sommet, à un moment où les opposants contre le changement climatique ont exprimé leur scepticisme. Lors d'une intervention avant le début de l'événement, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déploré que la crise ukrainienne ait fait passer en deuxième plan le caractère urgent des problèmes écologiques de la planète. Parmi les principaux thèmes programmés au cours de ce rendez-vous suédois figure l'urgence de l'action face au changement climatique, ainsi que les conséquences de la pandémie Covid-19. Mais en dépit des engagements pris dans chaque édition, les militants contre le changement climatique ont fait savoir leur frustration face à l'inaction des responsables, en s'appuyant sur le fait que la crise climatique s'est aggravée ces dernières décennies sans une réelle prise de conscience des dirigeants, notamment pour ce qui est de la pollution engendrée par une activité industrielle intense et une timide transition vers les énergies renouvelables. Et à la veille de cette conférence environnementale de l'ONU, des manifestants se sont rassemblés à Stockholm hier pour exprimer leur frustration concernant les questions climatiques. Je manifeste pour mes enfants et petits-enfants et pour le futur de l'humanité sur la Terre. Je suis inquiète que ça ne mène à rien, comme ce qui n'a pas été fait pendant ces 50 années. Je veux sauver le climat, je veux participer et faire ce que je peux. J'espère que l'on prendra les rapports des Nations Unies sur l'extinction de masse des espèces et la biodiversité qui disparaît au sérieux. Dans le dossier du nucléaire iranien, cette fois, un nouveau rapport émanant de l'AIEA accuse l'Iran de masquer quelques sites d'enrichissement d'uranium, optimisant la fabrication d'une bombe atomique. Cela doit faire l'objet d'une réunion lundi prochain, convoquée par le gendarme nucléaire onusien, afin de tabler sur une suite à donner à cette conclusion. Téhéran, de son côté, y voit plutôt une charge dénuée de fondement, visant davantage à augmenter la pression. Karim Bouaziz. Marivan, Varamine ou encore Turzabad, des noms de sites se situant à l'est et au sud du pays, sur lesquels se braque le gendarme onusien du nucléaire dans son dernier rapport concernant l'Iran. L'AIEA ne cache pas ses préoccupations en pointant la présence d'uranium et du matériel à ces endroits qui auraient été dissimulés. Plus encore, il est question également d'un stock d'uranium enrichi proche d'atteindre la quantité nécessaire à la confection d'une bombe nucléaire, lit-on dans le même rapport. D'autre part, les pays occidentaux, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis ainsi que 35 autres pays du Conseil de sécurité ont appelé dans la foulée la République d'Iran à coopérer au plus vite sur la fameuse question
dites des sites non déclarés. Par ailleurs, une résolution est déjà à l'étude et pourrait être prise dès lundi prochain quant à la suite à donner sur l'épineuse question de ces sites. La parole est à l'accusé, représenté par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Saïd Khatibzadeh, selon qui le rapport en question produit serait ni équilibré ni juste, ne reflétant en rien la réalité des négociations entre l'Iran et les envoyés de l'AIEA. Sa teneur fait plus état de questions proprement techniques que scientifiques, qu'on souhaiterait convertir aussi en arguties politiques. De plus, Khatibzadeh met en garde lors d'une conférence de presse animée hier que toute éventuelle action non constructive à l'endroit de son pays trouverait une réponse ferme et adéquate. L'accroc autour de ces sites n'est pas nouveau puisqu'elle gèle des négociations parallèles qui se tiennent à Vienne visant à aboutir à un accord censé encadrer le programme nucléaire iranien. Un pacte conclu en 2015 avec les grandes puissances dont la Russie et la Chine au point mort depuis le retrait unilatéral de Washington en 2018 qui a réimposé de sévères sanctions à l'endroit de Téhéran comme la marginalisation du système bancaire SWIFT parmi d'autres salves visant à asphyxier l'économie iranienne. L'Iran via toujours son porte-voix Khatibzadeh à la question de la raison du blocage des discussions malgré parfois l'optimisme des protagonistes. L'intéressé n'hésitera pas à parler de pression sioniste. Vue d'esprit ou réalité profonde de la coulisse des pourparlers à la veille d'une nouvelle réunion du Conseil du gouvernement de l'AIEA quant aux mesures à prendre à l'endroit de l'Iran, la pression occidentale est en tout cas montée d'un cran. Dans l'actualité également de ce jeudi, la question du Sahara occidental soutenue depuis la Norvège. Le membre du secrétariat national du Front Polisario chargé de l'Europe et de l'Union européenne, Bachir Obi Bouchraya, a affirmé que la formation du groupe des Amis du Sahara occidental au Parlement norvégien contribuerait à redoubler d'efforts internationaux pour régler la question du Sahara occidental, conformément à la Charte des Nations Unies. Ce groupe parlementaire comprend des représentants des 9 principaux partis politiques composant le Parlement norvégien. Et l'icône de la résistance sahraoui, Sultana Seyed Ibrahim Khaya, et la délégation américaine qui l'accompagne ont eu droit à un accueil chaleureux à leur arrivée hier soir à l'aéroport de Las Palmas en Espagne, où l'activiste sahraoui recevra des soins après la détérioration de son état de santé à la suite des actes de violence et de torture menés contre elle par l'occupant marocain. Dans l'actualité également, l'Espagne a entrouvert aux travailleurs marocains les frontières de ces enclaves de Ceuta et Melilla dans le nord du Maroc après 2 ans de fermeture et la réconciliation diplomatique entre les deux voisins. L'accès des deux territoires restera toutefois réservé en priorité aux Marocains en situation régulière, soit environ 230 personnes, en grande majorité des employés de maison, selon les autorités locales espagnoles. Entre 35 et 40 travailleurs marocains qui ne sont pas encore en règle pourront néanmoins traverser la frontière de Ceuta chaque jour à partir de mercredi pour demander un visa à l'administration espagnole. Ce que nous proposons, c'est qu'ils nous laissent rentrer à Ceuta pour régler nos problèmes là-bas. Si nous ne parvenons pas à trouver un emploi, nous reviendrons au Maroc. Moi, par exemple, mon employé ne m'a pas appelé pour reprendre mon travail. Mais j'ai d'autres possibilités pour travailler. Cela fait des années que je me rends à Ceuta. C'était prévu que nous rentrions le 31 mai à Ceuta, comme indiqué par le ministre espagnol de l'Intérieur, Marlaska, selon qui les travailleurs étaient censés entrer à Ceuta aujourd'hui. Mais à notre surprise, les autorités ont interdit les travailleurs en situation régulière de passer vers Ceuta faute de visa. Je vous en parlais en titre. En Tunisie, le président Kais Saied a modifié par décret ce jeudi une loi réglementant le fonctionnement de l'autorité de supervision de la justice et révoqué près de 60 juges. Les magistrats sont accusés de dissimulation d'affaires terroristes, corruption, harcèlement sexuel, collusion avec des partis politiques ou encore perturbation du fonctionnement de la justice. Safouane Ben Sabri. Mercredi, en ouverture du Conseil des ministres, le président tunisien a procédé au limogeage de 57 juges accusés entre autres de corruption.
Kais Saïd a effectué ce que certains ont qualifié de purge dans le secteur de la justice tunisienne. La veille, le président tunisien s'était arrogé plus de pouvoir au sein du Conseil supérieur de la magistrature suprême, notamment celui de révoquer les magistrats. L'amendement publié au journal officiel stipule que le président de la République a le droit de révoquer tout juge impliqué dans tout ce qui peut nuire à la bonne conduite de la magistrature. Durant son allocution télévisée, le président a déclaré avoir donné avertissement après avertissement à la justice afin que celle-ci se purifie d'elle-même avant de décider de s'en occuper personnellement. Les réactions ne se sont pas fait attendre de la part du paysage politique tunisien. Abdellatif Mekki, ex-ministre de la Santé, dénonce un carnage dans la magistrature sur sa page Facebook. Des protestations sont venues aussi du législatif. Le député Nabil Haji s'est également prononcé sur la décision soudaine du président tunisien et sur les conséquences de cette batterie de limogeage. Le député avance que cette mesure pourrait pousser certains juges à se soumettre au chef de l'État par peur d'être révoqués. La Tunisie connaît une crise politique qui va en s'agrandissant, doublée d'une crise économique parallèle qui a poussé le pays à frapper à la porte du FMI. Et en culture, nous vous proposons une virée de Santiago à Dakar en passant par Dubaï. Au menu street art, expo et musique classique. Amira Beja. On commence notre virée culturelle par l'Opéra de Dubaï, où se déroule la 11e édition du festival international In Classica. La célébration de la musique classique se fait chaque soir avec levée de rideau et apparition aux lumières de 15 solistes, 3 orchestres et 11 maestros. Cette année, venu de Corée du Sud, Yukun Sunu est l'un des pianistes les plus réputés au monde et lauréat de plusieurs récompenses internationales. Venu aussi d'Italie, le célèbre chef d'orchestre Gianluca Marciano se produit à son tour dans le prestigieux Opéra de Dubaï. Le festival se poursuit jusqu'au 2 juin 2022. Direction Dakar à la 14e édition de la Biennale d'art africain contemporain. Le retour de cette manifestation internationale était très attendu dans le continent. Des œuvres d'artistes africains contemporains sont mises en lumière. Jusqu'au 21 juin 2022, la Biennale accueillera 59 artistes venus des 4 coins d'Afrique, mais aussi de la diaspora africaine. Près de 300 expositions à Dakar et l'île de Ngor et Gorée. Peintres, sculpteurs, photographes et plasticiens se sont donné rendez-vous pour créer autour du thème Dafa. Selon le directeur artistique de l'édition, Aladji Malik Ndiaye, ce thème sonne comme une exhortation à créer un nouveau destin commun, mais aussi un futur ensemble. C'est au Chili que prend fin notre tournée culturelle. À Santiago, l'exposition The Art of Banksy Without Limit rend hommage à l'artiste urbain Banksy, qui garde son anonymat et impressionne le monde entier avec ses graffitis et ses peintures murales. Personne ne sait qui est et si il est vraiment une ou plusieurs personnes. Le mystère qui entoure Banksy est dans l'intérêt de ne voir que son travail. Après sa tournée à Santiago, l'exposition sera montrée à Buenos Aires, Sao Paulo, Bogota et Mexico. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al24 News. Excellente soirée.